décide. Mais on ne va pas refaire l'élection à chaque fois après les résultats, ce n'est pas possible. Alors, on a constaté ce bas niveau de bon nombre de postulants constatés pendant la campagne, les débats à la radio, à la télévision. Certains avaient simplement du mal, de la peine à s'exprimer. Comment ça s'explique et quelle solution? Non, mais moi je trouve que si on le dit, certains ont du mal peut-être à s'exprimer en français, mais peut-être que si on les prenait dans une autre langue, ils allaient être à l'aise. Le plus important, ce sont les idées. C'est pour ça que nous saluons le fait que chacun puisse aller à la compétition, parce que le CDP seul ne pourra pas construire ce pays. Il se peut que de cette campagne, si on analyse les messages, c'est un parti peut-être qui n'a même pas eu de conseiller, qui a peut-être proposé une bonne idée. Donc pour nous, ce débat, en réalité, il n'a pas lieu d'être. Le plus important, c'est que les citoyens ont choisi et que c'est aux partis en toute conscience de voir s'ils ont leur place dans l'échiquier politique ou pas. Parce que si vous partez à des élections, vous n'avez même pas un seul conseiller municipal pour des élections locales ou un seul député pour les élections législatives, il faut vous poser des questions. Est-ce que votre message passe? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aller vers d'autres partis politiques pour essayer de les renforcer? Ça, c'est carrément de l'honnêteté. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller à des élections couplées, sortir avec 0 élu et puis prétendre encore avoir une ambition quelconque. Il faut tirer les conséquences et aller renforcer d'autres partis politiques. Alors, par rapport aux résultats qui sont tombés, il y a déjà des contestations. Sur le cas d'Yogo, je crois que l'UPC exige l'annulation des résultats. Au niveau de Bobo Dioulasso également, je crois que l'ADF-RDA n'est pas tout à fait en phase avec les responsables en charge des élections. Comment vous appréciez? Non, j'apprécie déjà que les élections se sont déroulées dans un climat serein. La population a voté dans la tranquillité, les résultats sont tombés, il n'y a pas de mouvement de violence, il faut le saluer. Maintenant, tous les acteurs qui contestent ont la voie de recours judiciaire. Il faut qu'ils apportent leurs preuves à la justice et que la justice puisse faire son travail de manière impartiale. Et c'est ça aussi le rôle de la démocratie. On peut contester, il y a des mécanismes. Quand la justice va trancher, tout le monde doit se plier et améliorer le système pour la prochaine fois. Et sur la gestion même des fonds alloués donc aux différents partis politiques, là également il y a beaucoup de critiques. On reproche aux formations politiques de ne pouvoir pas justifier les fonds alloués par l'État, par l'administration. Est-ce que c'est le cas au niveau du MAP? Est-ce que vous avez pris des dispositions comptables? Vous avez reçu combien de francs? Nous avons reçu autour de 2 850 000 pour aller en campagne, ce qui est largement dérisoire. Vous avez toutes les justifications? On a même au-delà de toutes ces justifications. Ça veut dire que chacun des conseillers, candidats, conseillers, députés a forcément mis de l'argent de sa propre poche pour aller à ces élections. Donc nous n'avons pas de soucis à ce niveau. Nous disons seulement que l'argent qui a été débloqué ne permet pas de dire que les élections ont été équitables, parce que les moyens n'étaient pas les mêmes. J'ai juste envie de dire, donner les moyens du CDP au MAP et donner les moyens du MAP au CDP, vous verrez que les résultats ne seront pas pareils. C'est sur la base de la représentativité sur le territoire que le CDP perçoit un montant. Il vous suffit de faire comme eux. Mais c'est vous dire que... les 45 provinces, par exemple. C'est pour dire que les 1 milliard qui ont été débloqués pour redistribuer aux partis politiques pour les élections couplées, on sait que certains partis politiques ont dépensé plus d'1 milliard. Donc les fonds personnels des partis ne sont pas les mêmes. Et c'est à ce niveau que la différence se joue. Et c'est à ce niveau. C'est une question de relation, de réseau. Non, mais c'est à ce niveau. Faire confiance à des personnes qui acceptent de donner de l'argent. Vous parlez peut-être des opérateurs économiques qui appuient certains partis politiques. On a reçu des personnalités ici qui estiment que quand un opérateur économique décide et accepte d'appuyer un parti politique, c'est qu'il estime que ce parti véritablement peut contribuer à la stabilité dans le pays et permettre que les affaires se déroulent bien. Non, c'est normal que chaque opérateur soit libre de contribuer là où il veut. Mais c'est normal aussi qu'on pense à prendre une loi pour plafonner les dépenses des campagnes électorales, comme ça se fait dans les grandes démocraties. Mais je suis désolé de le dire, mais on a déversé des milliards pour faire la campagne. Ces milliards auraient pu être investis pour réduire le chômage, pour améliorer l'éducation et la santé. Voilà, et ce sont ces milliards aussi qui ont été utilisés pour acheter les consciences. Donc aujourd'hui, on peut même se dire, est-ce que les résultats reflètent réellement l'adhésion à un programme?
C'est pas pour rien qu'en 2010, quand vous analysez les résultats des différentes élections africaines en 2010, et même au Burkina Faso, on a vu qu'il y avait quasiment un plébiscite, mais cela n'a pas empêché une crise 2 mois après. Parce qu'on ne sait pas si les citoyens ont adhéré à un projet politique ou bien ils ont couru derrière de l'argent. Et cela n'aura même pas service aux partis qui sont aux affaires. Donc nous prônons qu'on puisse plafonner, n'est-ce pas, les dépenses de campagne. Et cela va permettre qu'on puisse avoir un peu d'équité. Parce que vous savez, si vous ne pouvez pas venir dans mon village à Darigma pour battre campagne, personne ne va vous voter. Donc si les partis avaient sensiblement les mêmes moyens, on peut comprendre que les résultats n'allaient pas être les mêmes. Et regardez les 3 partis qui sont arrivés en tête. Le CDP, c'est le parti qui est au pouvoir. L'ADF-RDA, c'est le parti aussi qui est associé au pouvoir. Et l'UPC, c'est un parti aussi. L'UPC n'a jamais géré c'est un parti d'un ancien ministre et qui sait qu'il a une base relationnelle assez puissante. Donc il a reçu, vous pensez, des appuis du fait de ses réseaux? Absolument. Je pense que l'UPC avait plus de moyens que les autres partis de l'opposition. Ils ne vont pas le contester, même si on reconnaît leur travail. D'où viennent ces moyens? Parce qu'ils n'ont pas, au niveau de la subvention de l'État, tout le monde sait ce qui a été donné. Et vu ce qui a été déployé comme dispositif sur le terrain, vous pensez qu'un appui est arrivé? Forcément. Même le MAP a reçu des appuis de quelques amis, de quelques parents. À l'intérieur ou à l'extérieur du pays? Non, à l'intérieur du pays qui vous disent, bon, tu es candidat, bon, on te donne 100 000, 200 000, 500 000 pour t'appuyer dans ta campagne. C'est des choses qui arrivent. Et si on a une base relationnelle assez large, on a plus d'argent. Seulement, si on a plus d'argent que les autres, ça peut biaiser le jeu électoral parce que même aux États-Unis ou en France, dans les grandes démocraties, l'argent est moins important de faire passer un message. Est-ce qu'on est en droit d'accepter des fonds, notamment de l'extérieur? Quand on a un parti politique, on est soutenu par un pays étranger. Est-ce que vous pensez que cela est normal? Non, je pense que cela peut être dangereux parce que, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de gratuité dans les relations humaines. Si vous recevez de l'argent de l'étranger, c'est sûr que si vous arrivez au pouvoir, mais un jour, on va vous demander aussi un service amical en vous disant, bon, rappelez-vous, on vous a donné un coup de main, est-ce que tu peux aussi me donner un coup de main ici? Et ça peut aussi mal orienter l'avenir du pays. Comment contrôler tout cela? Comment s'assurer que les fonds qui sont utilisés sont acquis sainement en griffe? Non, mais c'est la loi et la justice. C'est pas pour rien qu'Obama a donné le meilleur conseil, le meilleur service que Obama pouvait donner aux Africains, c'est de leur dire de faire des institutions fortes. Ça revient à cela. Quand vous avez des institutions fortes, une justice qui fonctionne et une presse aussi qui est libre, vous pouvez être sûr d'être sur la voie de la démocratie parce que les grandes affaires dans les pays développés sont révélées par la presse et la justice s'en saisit pour faire son travail. Donc il faut qu'on prenne des lois pour encadrer le fonctionnement et le financement des partis politiques. Mais il faut aussi qu'on puisse permettre à la justice de faire correctement son travail. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous savez, quand vous faites l'analyse des événements, des crises de ces derniers temps en Afrique, vous vous rendez compte que les crises, avant 2010, profitaient beaucoup plus au régime parce que c'est les populations qui partent en exode. Maintenant, les crises dans un pays signifient que c'est le parti au pouvoir qui a des problèmes, c'est le président qui s'en va avec ses proches. Donc la stabilité dans un pays, la démocratie dans un pays profite d'abord à ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'on gère, on apporte quelque chose. Et une fois qu'on n'est pas là, on est serré, on vit dans son pays tranquillement. Et c'est ce que nous souhaitons au Burkina Faso, qu'on arrête d'être dans la peur de l'autre, dans la peur de l'alternance, qu'on puisse se donner des gages que c'est l'avenir du pays qui nous intéresse, de sorte que chacun puisse se battre pour apporter sa contribution en se disant « après, je serai fier de marcher dans les rues de Ouagadougou et avoir la reconnaissance du peuple ». Donc c'est un peu le message. Voilà, on aurait pu continuer longuement sur ces élections. Un mot sur l'actualité de la sous-région avec justement des élections à la biométrie. C'est le Ghana qui était donc dans ce contexte il y a quelques jours. Ghana, pays voisin, pays stable, économiquement en pleine croissance. Votre appréciation? Non, mais moi je dis que le premier séminaire gouvernemental, il doit se faire au Ghana. Pour le nouveau gouvernement, puisqu'on vient de finir des élections, il y aura forcément un nouveau gouvernement, il faut qu'il parte au Ghana faire une semaine pour voir un peu comment ça se passe. Parce qu'il faut du vécu, c'est un pays voisin. Et l'histoire même dit que les Mossi viennent du Ghana, ça veut dire que c'est pratiquement les mêmes peuples, le Burkina et le Ghana. Alors il faut aller s'inspirer de ce que les Ghanéens font.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 92, ils ont juste reconnu qu'il y a eu des erreurs. Il faut pardonner et puis avancer. Ils ont soldé les comptes du passé par une amnistie générale et ils se sont tournés vers l'avenir et ça marche. Donc c'est ce qu'il faut faire ici. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut solder les difficultés, solder le passif. 87 par exemple, il faut peut-être pas oublier, mais tourner la page et aller de l'avant. Mais on n'a même pas le choix puisque de toute façon, la majorité des Burkinabés sont dans la souffrance et à force de se battre autour de ces événements, mais on crée beaucoup plus de souffrance. Et moi, c'est ce que je retiens du modèle ghanéen. Ce que je retiens aussi du modèle ghanéen, c'est carrément la capacité à permettre aux intellectuels de participer au processus. Le développement ne se fait pas uniquement par les partis politiques. La société civile est importante. Les intellectuels ont un rôle important parce que c'est eux qui éclairent l'avenir. Malheureusement, au Burkina, ce n'est pas le cas. Regardez ces élections, combien d'intellectuels ont eu une tribune pour écrire quoi que ce soit, pour dire voilà notre vision de l'avenir. Ça manque. Et dans les pays comme le Ghana, c'est ce qui fait vivre le Ghana. Il y a aussi le dynamisme du secteur privé. Au Ghana, la corruption est sensiblement réduite et le secteur privé fonctionne. Et l'un des inconvénients même d'être dans des tensions générationnelles, c'est que ça alimente la corruption. Parce que celui qui est au pouvoir ne peut pas véritablement laisser fonctionner correctement la justice parce qu'il s'est dit si je perds mes soutiens, je peux perdre le pouvoir et si je perds le pouvoir, je peux faire face à une répression de l'autre camp. Donc on laisse parfois filer certaines affaires. Quand le climat politique est sain, vous pouvez maintenant bâtir un avenir sain, lutter contre la corruption, permettre aux jeunes de se dire si moi j'ai un rêve, j'ai un projet, je peux réussir. Malheureusement au Burkina, quand vous demandez à un jeune oui, toi tu peux réussir, il se dit mais j'attends le jour où mon frère va être un grand type entre guillemets. Alors qu'au Ghana, c'est différent. Quand il se lève le matin, il se dit oui, je peux être quelqu'un, à condition que je me batte. Et c'est ça aussi qui fait le dynamisme. Le Ghana, c'est aussi des ressources naturelles, du pétrole, du cacao, une pluviométrie des terres cultivables en abondance. C'est des atouts que le Burkina, finalement, n'a pas. Non, mais je vous renvoie à la RDC pour dire que c'est 1000 fois mieux que le Ghana, mais c'est 20 ans de désolation. Ce qui fait le développement d'un pays, c'est les hommes. Le Japon n'a aucune ressource. On pourrait même dire que le malheur du Japon, c'est que la nature s'accable sur le Japon. Il y a encore eu un tremblement de terre il y a 2 jours. Mais c'est la troisième puissance économique mondiale. Ce sont les hommes qui font le développement. Les ressources naturelles viennent après. Donc pour moi, le Ghana est un modèle surtout de fusion entre les élites et les citoyens. Un élite ghanéen qui est ministre, qui est maire, ça ne lui vient pas à l'idée de profiter des maigres ressources de son pays pour s'enrichir. Sa fierté, c'est d'arriver à faire le développement. Et ça aussi, c'est la vision de notre génération. Comment nous faisons en sorte que le Burkina puisse être un pays où il fait bon vivre. Parce que nous mettons des enfants au monde. Et le devoir d'une génération, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la génération suivante vive mieux. Sinon, c'est carrément un échec. Peu importe que ce soit la malgouvernance, que ce soit le président qui soit responsable ou pas. Quand une génération n'arrive pas à faire en sorte que la génération suivante vive mieux, c'est un échec. Et il faudrait véritablement qu'on arrête toutes ces querelles politiques et qu'on pense à quel projet politique on veut pour le Burkina. On veut le développer ou bien on veut se développer. Si on veut le développer, les chemins sont connus. Au Ghana, il y a une alternance, les gens acceptent de partir du pouvoir. Quand on est au pouvoir, on ne cherche pas à tuer l'opposition. Quand on arrive au pouvoir, on ne cherche pas à régler les comptes de ceux qui étaient là. On fait en sorte qu'il y ait une dynamisme au niveau de l'économie. Et quand on va mettre tous ces paramètres au niveau du Burkina, on verra que ça irait mieux. Et moi, je dis même à ceux qui sont au pouvoir et qui ont peur qu'ils se trompent parce que le peuple burkinabé est un peuple pacifique. Il y a une amnistie quand même qui est votée dans le cadre du CCRP au Burkina, des anciens chefs d'État par exemple. Oui, c'est une bonne solution. Et même au-delà de l'amnistie, nous avons une culture en Afrique qui est que même si quelqu'un même commet une erreur et qu'il demande pardon, c'est fini. Et il ne faut pas qu'on ait peur de l'avenir, parce que cette peur de l'avenir nous renferme et fait que nous sommes en train de saborder carrément le développement de notre pays. Et moi, je dis que le Ghana est véritablement un modèle. Regardez les élections il y a 4 ans, ça s'est joué à 40 000 voix. À peu près. Le pays n'est pas explosé. En Côte d'Ivoire, ça a abouti à une explosion parce que les leaders étaient incapables de penser l'avenir. Sur le cas du Ghana, les bureaux de vote qui devaient fermer finalement vendredi, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas voté. On n'a pas hésité à prolonger le vote jusqu'à samedi. Et personne n'a crié à la fraude. Et tout le monde s'est dit le plus important, c'est l'avenir de notre pays.
Et c'est ce que nous voulons lancer comme appel à nos aînés qui dirigent actuellement le pays et qui sont à l'opposition. Le plus important, c'est l'avenir du Burkina. Quand nous allons tous nous mettre ensemble, et c'est possible, les Ghanéens nous montrent la voie, ce n'est pas de l'utopie. On peut y arriver, il suffit juste que les hommes comprennent que sans une fusion, sans une grande responsabilité des élites, excusez-moi, on ne va jamais se développer. Quand il y aura toujours la bagarre autour du pouvoir, le développement est impossible parce qu'on n'a pas les ressources. Donc moi, j'invite vraiment le prochain gouvernement à aller faire une semaine au Ghana. Parce que c'est mieux de vivre les choses que de regarder de loin. De loin. Alors, actualité également cette semaine, le Mali. On a eu le MNLA à Ouagadougou, on a eu en Sardine, on a eu Fait Nouveau, le gouvernement malien qui est venu pour un dialogue inclusif avec les différentes parties sous la houlette du médiateur Blaise Compaoré. Votre réaction? Non, ma réaction, c'est qu'il était temps que les Maliens s'asseyent autour d'une table pour négocier, parce que d'abord, l'avenir du Mali, c'est les Maliens. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide. Vous savez, le problème du Nord Mali est un problème complexe qui est né avec les indépendances. Alors, pour régler ce problème, ça revient au problème de tous les pays africains, c'est la question du développement. Comment on fait le développement? Il y a une zone qui n'est pas totalement développée, malgré tous les efforts de l'État central qui n'a pas aussi beaucoup de ressources. Bon, c'est un problème assez complexe. Nous saluons le fait qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table pour négocier. Parce que quelle que soit l'issue, c'est la négociation qui va régler les problèmes. Même si vous faites la guerre, vous finissez toujours par une table de négociation. Donc autant faire l'économie de la guerre, négocier sur les vrais problèmes du Mali, qui est que c'est un État faible, qui n'a pas beaucoup de ressources et que la solution passera par une fédération. Ça revient à la fédération de l'UEMOA, mais en attendant, il faut négocier. C'est vrai que la guerre est inévitable au Nord Mali, parce qu'il y a des groupes terroristes qui sont là-bas, il y a des narcotrafiquants qui sont là-bas. Mais nous, au MAP, nous pensons beaucoup plus à une solution, d'arriver à faire entendre les